bien, bonsoir à tous. Je suis Madame Soufi, la proviseure du lycée Montesquieu à Herblay. Et je suis vraiment très honorée d'accueillir cette manifestation parce que, en tant que proviseur, c'est très important pour nous, parfois, de nous ressourcer, de savoir un peu ce qui se passe dans le monde d'après, c'est-à-dire le monde d'après les études. Et donc ce soir, vous nous avez organisé une soirée dans laquelle on va s'interroger sur leur employabilité, je crois, même si le mot n'est pas très joli, comment les attirer, les fidéliser à l'emploi, sachant qu'on le sait déjà, nos jeunes vont exercer, nous avons déjà exercé 3-4 métiers, mais alors les jeunes, le futur, je pense que ça va être beaucoup plus. Et donc ça, vous allez très probablement en parler. Moi, mon métier, notre métier ici au lycée, c'est de vous les préparer, si je puis dire. Alors, on ne vous prépare pas des personnes opérationnelles tout de suite, mais nous préparons des jeunes avec des esprits le mieux formés possible. J'en profite pour vous présenter quelques secondes ce lycée. Dans ce lycée, nous accueillons 1280 élèves qui viennent préparer le bac général, le bac technologique. Et on a mis l'accent dans notre projet, nous, ici, sur les langues vivantes et l'ouverture à l'Europe. Bien sûr, les élèves ont une formation générale, partiront avec un bac général ou technologique, mais ce qui nous importe, c'est toute la richesse qui va autour. C'est-à-dire que si on forme des citoyens qui, en plus, partent avec des langues vivantes intéressantes, nous avons l'anglais, l'italien, l'arabe, l'allemand, donc un panel de langues vivantes qui va leur permettre de voyager dans le monde. Et ça fait partie du présent et du futur. Nous avons, en dehors de préparer des élèves au baccalauréat, et je les vois arriver, une petite équipe d'élèves en BTS, BTS Commerce International en alternance. C'est-à-dire que nous travaillons avec les entreprises. Nos élèves essayent de signer des contrats. Il y en a pas mal qui sont signés. Je suis assez fière de vous, chers élèves. On a ouvert ce BTS l'année dernière, donc c'est une nouveauté pour nous. Et donc, quelques-uns sont restés ce soir pour vous accueillir et peut-être échanger avec vous. En tout cas, l'entreprise à l'école, ça apporte un souffle, une énergie, et puis surtout, alors l'entreprise à l'école, vous êtes présents du début à la fin de l'année à plusieurs occasions. Nous vous invitons, les entreprises. Mais c'est important parce que ça nous permet de voir clair. C'est-à-dire que de toute façon, les élèves se forment, les élèves obtiennent leur diplôme, mais si nous pouvons, en dehors de les orienter sur Parcoursup et de leur dire il faut que tu prennes cette filière ou telle autre, votre parole, elle est importante pour nous parce qu'elle nous apporte l'éclairage concret pour le futur. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, monsieur le maire, je vous passe la parole. Alors, merci Madame Soufi. Alors, ça fait drôle de parler dans un micro, mais je sais que c'est pour enregistrer. Merci Madame Soufi de nous accueillir. Vous parliez de dynamisme et vous incarniez bien dans votre établissement ce dynamisme. C'est une proviseure qui est à la pêche. Et donc, il y a plein de choses qui se passent dans ce lycée. Donc, merci d'accueillir le texte day. Donc, merci à tous ceux qui s'impliquent. Il y a un vrai problème en France d'adéquation entre la formation de nos jeunes et les entreprises et les métiers que proposent les entreprises. Donc il y a un gros travail à faire et il y a une évolution de notre société qui n'est pas toujours prise en compte. Et c'est important que tous les acteurs se réunissent pour essayer de réduire cette fracture qu'on peut constater entre la formation de nos jeunes et la demande des entreprises. Et on voit qu'il y a souvent un décalage entre la demande des entreprises et la formation qui est faite. Donc bravo à tous, bravo au CESE 95, bravo aux collectivités, aux associations qui se mobilisent. L'agglomération Val-Parisis donc, est représentée, donc service développement économique. Je connais plein de gens dans la salle. Il y a également la mission locale. David, merci également de te mobiliser. Et puis merci bien sûr aux entreprises. Donc je vais suivre un petit peu. Je ne vais pas rester toute la soirée, mais en tout cas, c'est une belle initiative.
Et j'aurais souhaité qu'il y ait un petit peu plus de monde dans la salle, mais c'est déjà très bien. Bravo et merci à tous ceux qui s'impliquent pour que nos jeunes puissent trouver un emploi alors, j'en rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui sont en souffrance parce qu'ils ne trouvent personne. C'est quand même dans un pays où il y a du chômage, c'est quand même incroyable. Donc c'est fou de se dire que beaucoup de chefs d'entreprise, et quand je parle de chefs d'entreprise, c'est aussi des collectivités locales, parce que je suis maire, je ne me suis pas présenté, mais je suis maire de la ville d'Herblay-sur-Seine, vice-président du département et vice-président de l'agglomération Valparaïsie. Et bien sur ces collectivités, on a du mal également à trouver du monde, donc à recruter. Le recrutement est de plus en plus difficile, donc ça veut bien dire qu'il y a un écart entre les besoins des collectivités, entre les recruteurs et puis la formation qui est faite. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Madame Soufi, ainsi que Monsieur le maire Philippe Rouleau. On va appeler à nos côtés Hervé pour l'agglomération de Valparaïsie. On va vous faire une petite introduction sur justement ce que sont ces Tech Days. Je suis la première, donc je vais me présenter. Donc moi, je suis Fatima Marir, présidente du CESE 95, qui est le carrefour de l'enseignement supérieur et des entreprises du Val d'Oise. Et on a pour vocation d'être, facilitateur, à savoir rapprocher le monde académique du monde économique. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Céline Bertin. Je travaille pour CY Cergy Paris Université et notamment pour l'équipe du pôle universitaire d'innovation CY Transfert. Il faut savoir que l'université a été labellisée maintenant il y a 2 ans. Il y a à peu près 29 pays sur le territoire national. Du coup, c'est un projet qui est porté par l'université avec d'autres membres fondateurs qui sont le CNRS, le CEREMA et la Saterganeo. Et notre objectif, c'est d'accélérer les dynamiques et notamment la création de start-up deep tech, et en fait de mettre en place plein d'outils pour aider les entreprises, les chercheurs à mieux travailler autour de l'innovation et mieux travailler avec le monde académique. Voilà, donc on va vous représenter ensuite un peu les Tech Days et pourquoi ça existe, mais d'abord je laisse la parole à Hervé. Donc Hervé Michaud, chargé de développement économique à l'agglomération Valparaïsie. Je suis en charge de la gestion d'un certain nombre de parcs d'activités et j'ai une spécificité, une mention spéciale sur la croissance du monde industriel. Et en ce sens, en collaboration avec le CESE 95, on mène le dispositif Défi Industrie qui a pour ambition de réunir et de porter des projets technologiques dormants en associant le monde académique, les plateformes technologiques avec les industries du secteur. Merci Hervé. Et juste un petit complément concernant le CESE, parce que j'ai oublié de vous en parler. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec le monde économique, car j'ai la chance d'avoir au sein de mon bureau les présidents des les grands acteurs économiques, à savoir le MEDEF Val d'Oise, la CPME, j'ai également le CEVO et le CMA. Donc, pour vous présenter les Tech Days, alors vas-y, je vais te laisser faire. Alors les Tech Days, c'est quoi ? C'est un cycle d'événements qu'on a lancé en 2019. Oui, en 2019. Ouais, tout à fait. Ouais. En période Covid, un peu avant le Covid, et du coup qui a traversé le Covid, à l'initiative du coup de 3 partenaires, donc l'université portée par CY Transfert, le CESE 95 et l'agglomération de Cergy-Pontoise. Et l'objectif de ces événements, c'était toujours, au départ, c'était des petits déjeuners, et c'est de faire rencontrer le monde économique avec le monde de l'entreprise, et surtout montrer qu'il existe plein de choses, plein de dispositifs pour mieux travailler ensemble et mieux se connaître. Du coup, voilà, c'est vraiment pour montrer toutes les synergies qui peuvent exister et créer un peu un réseau d'entreprises qui se rencontrent lors de ces événements et qui collaborent avec le monde académique. Et aussi des entreprises qui découvrent en fait la richesse académique qu'on peut avoir sur le territoire. Voilà, donc ça c'est les 4 objectifs, c'est un peu ce qu'on vous a dit. Ouais. Hein. Ouais, renforcer les synergies, soutenir le développement économique, construire leur réseau et générer des partenariats, parce que l'idée c'est vraiment qu'on puisse se rencontrer pour ça.
Donc globalement, on a dû faire 29 Tech Days là depuis la création. ouais. Ouais. On en fait entre 3 et 6 par an en fonction des années, des thématiques, parce que ça mobilise quand même beaucoup les équipes. Ouais. On a un taux de satisfaction qui est très bon. Et on commence à avoir, en tout cas, il y a plus de 300 personnes qui ont participé aux événements depuis le début. Et donc tout à l'heure, Céline vous a dit qu'en 2019, c'était avec l'agglomération de Cergy, mais dorénavant, avec le CZ95, on a pour vocation de l'ouvrir sur d'autres agglomérations, et d'où le fait qu'on le fasse aujourd'hui. C'est notre première édition avec Valparisis, mais nous avions aussi organisé un événement au mois de juin sur la commune d'Argenteuil. Voilà. Après, ça, c'est pour vous faire un petit point sur l'impact de ces événements. Donc, il faut savoir qu'on a, en général, on fait ces événements donc, en présentiel qui sont relayés en live sur les réseaux sociaux des Tech Days. Ce soir, malheureusement, on est impacté par la panne mondiale. Du coup, le streaming ne peut pas avoir lieu en direct. Donc, il y aura un podcast qui va être diffusé dans les prochains jours. Mais on a une chaîne YouTube avec aujourd'hui plus de 2000 vues cumulées sur l'ensemble des événements qu'on a apportés. Donc, n'hésitez pas, il y a beaucoup de thématiques qui ont été abordées. On a maintenant 600 contacts qualifiés dans la base de données quand on envoie les communications pour faire venir les entreprises. Et globalement, on a entre 30 et une trentaine de... Ouais, 30 à 50 participations en fonction, toujours pareil, de la thématique, des météos, si ce n'est pas un jour de grève, et des bouchons qu'il peut y avoir. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui. Ouais, on a un programme qui est très riche. Alors, je ne sais pas, tu veux le présenter, Hervé, ou tu me laisses faire? Ok, donc vous allez avoir tout à l'heure la présentation par Virginie Gourgan, qui va nous expliquer un peu déjà ce que c'est que cette génération Z et comment réussir vraiment à la fidéliser. Parce que, comme disait monsieur le maire tout à l'heure, beaucoup de chefs d'entreprise disent qu'ils ont du mal à recruter, mais c'est vrai qu'on a quand même, on va dire, sur le marché du travail, une nouvelle population qui n'a peut-être pas forcément les mêmes codes. Par la suite, on va continuer avec Hypercute Search, Madame Petrucci, qui va aussi nous expliquer, elle, de son côté, de son regard côté recrutement, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ou peut-être comment trouver les bons mots pour attirer cette nouvelle génération. Une entreprise va venir témoigner. C'est le Creuset d'Art qui va nous faire part également de la difficulté par moment sur certains métiers pour aller trouver cette génération Z. Et on aura un regard bien particulier de David de la mission locale qui est lui pour le coup habitué à côtoyer cette génération Z. Donc lui nous dira ce qu'il faut faire pour les entreprises pour réussir à la garder, cette génération. Et pour conclure, on aura Sandrine Ledu de CY Entreprendre qui, elle, viendra nous faire part de son expérience avec cette jeunesse et surtout cette jeunesse qui veut se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Voilà, un riche programme. Du coup, on vous souhaite à tous une très bonne soirée et on laisse la place maintenant à nos intervenants. Je précise tout de même qu'il y a un petit cocktail à la fin, donc on aura l'occasion de surtout. Par contre, on s'excuse, on a des petits problèmes, comme l'a dit, avec la panne d'Internet. Donc, il y a un petit film qui va être projeté. J'espère qu'on arrivera à le faire projeter. Merci à tous et bonne soirée. Du coup, bonsoir. Donc, je suis ravie de pouvoir intervenir sur la thématique attirer, fidéliser la génération Z dans le recrutement, puisque c'est un sujet qui me passionne. Et du coup, ce soir, on va essayer d'échanger et de débattre sur cette problématique qui finalement n'en est peut-être pas une. Donc moi, je suis formatrice et consultante en management intergénérationnel. Donc j'aide les entreprises à créer les conditions d'attractivité pour la jeune génération et je forme les managers pour adapter la bonne posture justement pour les engager et les fidéliser. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans l'enseignement supérieur, donc du coup j'ai eu l'occasion d'accompagner pas mal d'étudiants dans la recherche de leur premier emploi et d'accompagner aussi pas mal d'entreprises à recruter la jeune génération. Donc voilà, j'espère pouvoir apporter un certain éclairage. Et pour commencer du coup, pour rendre un peu la présentation active, je vous propose de scanner le QR code. Voilà. Donc, du coup,
Eh ben c'est super parce qu'effectivement, c'est plutôt un mot positif qui vous inspire la génération Z, donc à venir. Donc on verra effectivement au cours de la présentation si du coup le mot va changer ou va. Ok, super. Écoutez, merci. Donc on va garder à venir. Je crois qu'à l'unanimité, c'est le mot qui revient le plus. Pour un premier emploi, un jeune reste combien de temps en entreprise? Donc 6 mois, 12 mois, 18 mois. 18 mois. 18 mois? Eh ben, c'est 18 mois, du coup, et c'est le jeune homme qui l'a donné, effectivement. Et si on fait effectivement un petit tour d'horizon, on peut trouver ça court ou long, mais en tout cas, on verra comment on peut essayer d'augmenter cette durée. Et juste pour savoir dans la salle, selon vous, qui se sent vraiment attractif dans son entreprise pour attirer la jeune génération? Donc si vous vous sentez attractif, eh bien levez la main. Bon, Bon, on va voir effectivement comment on peut avoir un peu plus de mains levées à la fin de la présentation. Cette politique de diversité. En plus, ici, personne s'est changé un Word en PDF. Monsieur Dupont, s'il vous plaît. Ah non, trop strict. Lucas, à toi, pro. Bonjour. Bonjour. Ah, vous imprimez encore des CV. Mais c'est du papier vegan. Je parlais pas de Lucas. Alors, j'ai 23 ans, je suis Capricorne et je viens d'obtenir mon master en marketing, spécialité CRM, SEO, SEO. Il n'y a pas une appli française Gen Z. Pourquoi pas postuler à ce poste et à notre entreprise en particulier? C'est vous qui m'avez appelé, j'ai pas postulé. Il y a un sujet de deuxième. Faut voter pour un as de pique. Ça a l'air doux, ceci dit. Même si c'est la veille avec Merlène. Mais dites-moi, pourquoi il y a un truc sur le CV? Une vision assez ruptureuse de la carrière, en fait. Pourquoi on veut l'embaucher, lui, déjà? Ah oui, bilingue Instagram, Twitch, ChatGPT et plus de 100 000 abonnés sur le TikTok. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre précédent poste? La lenteur des prises de décision. Mais j'avoue, le pire, c'est cette illusion de la corbeille de fruits pour éviter de me donner des augmentations. Qu'est-ce que vous en place en arrivant à ce poste? Une écologie digitale. Oh, mais mardi. Oh, c'est frit ce midi à la cantine. Faut que je dise à Véro qu'elle garde une place. Le lecture est à fait dans le cloud. Ah mince, cloud. On va passer en anglais là. Ah yes, very cloudy today. Qu'attendez-vous de votre manager? Il faut qu'il soit empathique et qu'il respecte bien mon équilibre vie pro, vie perso. Équilibre vie pro, vie perso. Ils ont que ça à la bouche. Hein. Si t'aimes autant l'équilibre, il fallait faire funambule. Vous voyez plus dans 2 ans. Hop là, j'ai pas dit dans 10 ans. Hashtag adaptabilité. J'ai un plan de carrière et une équipe à manager. Et là, je me vois rester. Allez, j'envoie discrètement Santine à Véro qu'elle n'oublie pas pour la cantine. Sinon, je partirai. Mais il a un master en affiliate Turner pour avoir autant confiance en lui. Bon, écoute, on a besoin de vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous acceptiez ce poste? Des horaires flexibles, du télétravail, de l'autonomie. Aïe, 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 nous, c'est retour au bureau 5 jours sur 5. Je vous ai parlé de nos cours d'âge le mardi. Bon, avez-vous des questions? Votre offre ne précise ni le salaire, ni le nombre de jours de congé. Ah, j'aurais pas du temps dans la perche. Vous savez, le soleil ne sera jamais que la nuit des merveilles. Je vois pas la rapport. Bon, je vais y aller, moi. Non, attendez, partez pas. Combien vous voulez? Télétravail, 4 jours, 4 jours par mois. Et non, partez pas, il y a des trucs à la cantine. C'était un petit brin d'humour et on verra si les propos se confirment ou pas au cours de la présentation. Donc, juste effectivement, pour se rappeler, comme on l'a évoqué, que recruter la jeune génération, ça peut être un défi stratégique, puisque du coup, il nous bouscule un peu dans les codes qui étaient déjà établis dans nos pratiques. Mais je dirais que ce n'est plus aujourd'hui un enjeu seulement RH, mais c'est un enjeu vraiment global pour l'entreprise. Et l'idée, c'est de voir comment on peut justement créer une opportunité et repenser un peu nos méthodes pour pouvoir les attirer. Parce que comme on dit, ils ne fuient pas forcément le travail, ils ont envie de travailler, mais ils fuient vraiment tout ce qui n'a pas de sens pour eux. Donc juste quelques chiffres, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, monsieur le maire en parlait, mais effectivement, les entreprises peinent vraiment à recruter la Gen Z, puisqu'aujourd'hui, quasiment une entreprise sur 2 a des difficultés à recruter. Quasiment un jeune sur 2 refuse une prise de poste parce qu'il n'est pas en calage avec les valeurs de l'entreprise.
Et le coût d'un remplacement d'un salarié, c'est entre 0,5 et 2 fois le salaire annuel. Donc ça peut coûter très cher à l'entreprise de recruter, de ne pas pouvoir garder ses salariés. Alors, qui est la génération Z? Donc effectivement, pour ne pas faire de généralité, on parle de génération pour expliquer un contexte dans lequel les personnes qui appartiennent à la génération ont grandi. Donc la génération Z, ils sont nés entre 1995 et 2010 et ils ont entre 15 et 30 ans. Donc il faut savoir que déjà aujourd'hui, ils représentent à peu près 27% de la population active en France. Donc c'est quand même assez important. Donc on dit qu'ils sont digital natives, puisqu'ils sont nés avec Internet, ils sont nés avec les réseaux, on dit qu'ils sont ultra connectés, qu'ils sont zappers, qu'ils sont aussi zoomers parce que du coup ils ont été pas mal, aujourd'hui ils sont mobile first, ils ont été élevés pas mal avec tout ce qui est vidéo et visio, et ils sont entrepreneurs dans l'âme puisque 70% d'entre eux rêvent de créer leur entreprise. Donc c'est une génération aussi qui a traversé des crises, comme nous tous, mais ça a eu un impact pour eux. La crise du Covid, ils étaient soit au lycée, soit en premier emploi. Ils vivent aussi la crise climatique un peu différemment parce que du coup, ils ont grandi aussi avec cette urgence de se dire on ne va pas forcément dans le bon sens. Donc ça remet en question aussi pas mal le rapport au travail. Et le rapport au temps est complètement différent. On va dire qu'aujourd'hui, eux, ils ont un rapport au temps, on parle de kéros versus chronos, si on veut rappeler des petits concepts grecs, mais c'est-à-dire que la génération Z vit le temps vraiment, il le vit, il le ressent, il l'expérimente, contrairement à nos générations où on était plutôt sur un temps linéaire, où on était plutôt sur une projection de carrière et plutôt sur des choses qu'on planifiait et qu'on contrôlait. Donc pour mieux les comprendre, déjà intéressons-nous à ce qu'ils recherchent. Donc comme on l'a vu dans la vidéo, ils recherchent effectivement un équilibre vie pro, vie perso, mais qui, j'ai envie de dire, est propre à leur génération et qui ne va pas forcément être le même que nous, puisque comme on l'a vu parfois dans le travail, ils peuvent à la fois être dans le perso et dans le pro. Ils mélangent souvent les deux aspects. Ils veulent du sens dans les missions. Aujourd'hui, vraiment, qu'on leur donne, ils veulent vraiment donner du sens, ils veulent se sentir utiles, ils veulent que leurs actions aient un impact sur la société, ils veulent une progression claire et ils veulent vraiment partager des valeurs. Ce qu'ils fuient, comme on l'a vu également dans la vidéo, tout ce qui va être lent et opaque, pour eux, tout ce qui n'est pas clair, ils le fuient. Tout ce qui est flou dans les attentes, il faut vraiment être clair dans les attentes qu'on peut avoir envers eux. Bien entendu, ils fuient le management rigide et autoritaire et ils fuient l'absence de reconnaissance et de feedback. Donc ils veulent vraiment aujourd'hui comprendre pourquoi ils travaillent. Donc les 3 priorités de la génération Z au travail, ça va être le sens et l'impact, des missions alignées sur leurs valeurs, la santé mentale, très important pour eux de travailler dans un cadre qui soit effectivement, qui préserve leur équilibre psychologique et leur santé, leur bien-être psychologique, et un salaire juste, c'est-à-dire une rémunération qui soit en cohérence avec les missions qu'on leur donne ou les compétences qu'on leur demande d'avoir. Donc du coup, l'idée, c'est de peut-être tester la méthode Zen, que j'appelais la méthode Zen, pour pouvoir avoir un recrutement efficace et serein. Donc Z pour le zéro friction, c'est-à-dire que pour un jeune, rien qu'au niveau de la candidature, il faut qu'il ne sente aucune friction, c'est-à-dire qu'il faut que les éléments soient clairs pour lui, que les avantages soient annoncés. Comme on l'a dit, les avantages, ce n'est pas 5 semaines de congés payés, ce n'est pas 50% du pass Navigo remboursé, et c'est aussi un salaire annoncé. Ça, aujourd'hui, les annonces qui ne publient pas de salaire ont beaucoup moins de chances d'avoir des candidatures. Un processus de candidature simplifié. Souvent, on voit des entreprises qui proposent 5 entretiens, qui proposent d'aller inscrire le CV dans un site carrière avec un processus très long. Là, déjà, on a perdu les 3/4 des candidats. Une réponse rapide. Donc là, j'ai mis dans les 72 heures parce que pour un jeune, une réponse rapide, elle se situe entre 72 heures et 2 semaines. La moyenne en France, c'est 9 semaines pour répondre à une candidature. Et une communication digitale, puisqu'il faut aller chercher les candidats là où ils sont, sur leurs moyens de communication. Le E pour exigence claire, il faut vraiment effectivement être clair dans ce qu'on attend d'eux. Donc ça passe par une fiche de poste détaillée, des missions qui soient claires et qui soient aussi en cohérence avec les compétences qu'on va demander.
des objectifs et missions clarifiés et un parcours de progression qui soit visible et identifiable pour eux. Et le N, pour nourrir la compétence, c'est une génération qui a besoin d'apprendre, d'être sans arrêt effectivement dans l'apprentissage, donc qui a besoin d'opportunités d'évolution, qui a besoin d'un plan de formation, parce qu'il apprend sans cesse. Donc pour ce faire, il faut pouvoir déjà communiquer, que l'entreprise puisse communiquer, puisqu'ils accordent, comme on l'a vu, une grande importance à la culture de l'entreprise, aux valeurs. Je pense que peut-être pour certains, vous aviez entendu parler de tous ces polytechniciens qui ont accueilli le PDG d'une grande entreprise pétrolière et qui, en signe de contestation, s'est levé et lui a tourné le dos, pour bien signifier qu'aujourd'hui, ils ont besoin de se sentir en accord avec les valeurs de l'entreprise et la culture de l'entreprise. Et que quand on l'affiche, il faut que les actions et que l'intérieur soient en cohérence avec ce que l'on affiche. Ils sont adeptes du snack content, donc tout ce qui est format court, tout ce qui est format vidéo. Et ce qu'il faut privilégier avant tout, c'est l'authenticité. Donc l'idée pour l'entreprise, c'est vraiment de construire une marque employeur qui attire, qui soit attractive. Et pour ça, la première chose à faire, c'est vraiment d'identifier sa proposition de valeur. C'est-à-dire qu'est-ce qui me différencie de la concurrence, qu'est-ce qui me différencie sur mon marché pour que ce soit clair et que ce soit valorisé. Donner la parole aux collaborateurs. Aujourd'hui, la jeune génération, elle va se renseigner avant d'aller postuler un poste. Elle va faire comme elle va choisir son restaurant, ses vacances, elle va aller voir des témoignages, elle va aller chercher des avis pour voir si c'est en accord avec ce qu'elle recherche. Investir dans l'expérience collaborateur. C'est important aussi de mettre en place un parcours qui renforce aussi l'image de l'entreprise et qui soit en cohérence pour l'étudiant, pour le jeune. Et mesurer et ajuster parce qu'on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir mesurer de là où on part pour pouvoir voir quelles sont nos marges de progression. Donc les critères de recrutement, peut-être avec surprise, mais ça reste le salaire pour 60%. En deuxième, c'est la localisation géographique. Donc effectivement, ils vont privilégier des postes qui sont sur un périmètre pas trop loin de chez eux. L'ambiance de travail, en 3, le secteur d'activité et l'organisation du travail. Donc effectivement, si on veut avoir des chances de pouvoir les attirer, il faut qu'on puisse adapter nos pratiques en ayant une présence digitale mais authentique, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux entreprises qui n'ont aucune expérience sur les réseaux ou autres de demain devenir des pros des réseaux sociaux, mais c'est vraiment de pouvoir adapter quand même sa présence, d'avoir une communication transparente sur ce qu'on propose et d'avoir des discours qui soient centrés sur la valeur, sur la proposition de valeur. Donc là, je pense que vous aurez certainement la présentation. J'ai mis quelques conseils pratiques, des choses à éviter, des choses plutôt à adopter pour pouvoir améliorer l'expérience recrutement. Et des pistes selon votre contexte, parce qu'il est bien évident qu'en fonction, si vous êtes une start-up, si vous êtes une PME, si vous êtes une ETI, que ce soit dans le domaine de l'industrie, que ce soit dans le domaine de la tech ou autre, vous n'allez pas pouvoir mettre en place les mêmes choses. Et donc l'idée, c'est de se dire, si je n'ai pas beaucoup de temps, qu'est-ce que je peux faire ? Si j'ai peu de ressources, je n'ai pas beaucoup de budget, qu'est-ce que je peux mettre en place ? Et si j'ai une petite équipe ou si je suis une start-up, comment je peux optimiser mes pratiques de recrutement. Donc voilà, ça peut passer par se dire réduire justement le temps de réponse. Ça peut être se dire d'optimiser les annonces que je mets en ligne. Voilà, il y a plein de petites choses que l'on peut mettre déjà à l'échelle du contexte dans lequel on est. J'ai choisi, moi, 3 actions qui sont simples. Comme je le disais, c'est vraiment de pouvoir réduire ce temps de réponse. Ça, c'est hyper important parce qu'en plus, dans l'expérience de la candidature, si vous mettez trop de temps, ils ne reviendront plus derrière postuler chez vous parce qu'ils auront eu l'impression d'avoir été ce qu'ils appellent ghosté et d'avoir investi un temps sur lequel ils n'ont pas de retour. Humanisez vos annonces. Plus que de mettre effectivement des missions ou vraiment parler à ce qu'on appelle un persona. C'est quand vous cherchez à recruter, qui est votre persona, quelle est votre cible, pour pouvoir vraiment vous adresser directement à elle
Et puis, dire 2 mots aussi sur l'ambiance qu'il peut y avoir dans l'entreprise ou dans l'équipe de travail. Et créer un parcours de bienvenue, ça c'est hyper important, le onboarding. C'est comme si demain vous invitiez des personnes à dîner chez vous et que vous leur demandiez de mettre la table et de débarrasser. Bon, c'est pareil, un onboarding un peu raté, c'est ça. C'est d'accueillir sans avoir rien préparé. Et ça, c'est hyper important. De pouvoir aussi rédiger un planning sur 7 jours. Et j'irai même plus loin, c'est d'assurer un suivi sur 3 mois. Les 3 premiers mois sont capitaux si vous voulez les fidéliser. Et puis proposer, pourquoi pas, un système aussi de parrainage, ça c'est simple à mettre en place, mais ça permet aux jeunes de se sentir accompagnés sur toute la durée de son intégration. Et pour les fidéliser, toujours se poser ces 3 questions. Est-ce que j'ai été claire sur le sens et les attentes? Est-ce que je lui ai dit clairement ce que j'attendais de lui? Est-ce que j'ai fait confiance? Est-ce que je lui ai donné un cadre d'autonomie assez confiant pour, si je ne peux pas proposer de télétravail, comme on le voyait dans la vidéo, lui permettre d'avoir des horaires plus flexibles ou voilà, de travailler sur des projets plus minotorés. Et puis, est-ce que j'ai nourri les compétences et reconnu les efforts? Est-ce que j'ai fait des feedbacks réguliers? Et est-ce que je nourris la compétence? Et parfois, une seule réponse non à ces questions peut être sujet pour un départ. Donc on est sur le Val d'Oise aujourd'hui et on se rend compte que c'est un territoire où il y a plein de projets, puisqu'il y a eu 31 000 projets de recrutement qui ont été répertoriés en 2025. On est sur un territoire où il y a quand même pas mal d'opportunités, il y a pas mal d'écoles, c'est dynamique, il y a pas mal de dynamique entrepreneuriale aussi qui est importante. Et donc il y a vraiment des synergies locales qui peuvent être intéressantes pour justement améliorer l'attractivité des entreprises et permettre aux jeunes de se sentir bien dans les entreprises du territoire. Donc pour conclure, c'est que la génération Z, ce n'est pas forcément un défi, ce n'est pas forcément une problématique, mais ça peut être surtout un accélérateur, de remettre en question nos pratiques, de pouvoir se recentrer sur le sens qu'on donne à l'entreprise, toutes les valeurs qu'on peut véhiculer, comment on les véhicule, et puis surtout de se rechallenger sur le cadre qu'on propose. Est-ce que c'est un cadre assez bienveillant? Parce qu'au final, ce que l'on va mettre en place pour attirer la génération Z, ça va avoir un bénéfice pour l'ensemble des salariés, quelle que soit la génération. Donc là, je terminerai en disant que la transmission ne se décrète pas, elle se construit et elle commence toujours par une conversation authentique. Voilà, merci beaucoup et pour votre écoute et je passe la parole. Merci beaucoup Virginie. Merci Virginie pour cette entrée en matière sur toutes les... pour nous avoir un peu posé le cadre et on va pouvoir continuer les échanges maintenant avec Marie qui va nous faire part de son expérience en tant que, j'allais dire, recruteuse, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, voilà, pour Hypercute Search. Merci Marie. Merci. Alors même pour moi, ça va être compliqué de passer derrière une brillante présentation. Bon, il va y avoir des choses que vous allez retrouver en fait par rapport à Virginie. Moi, je me suis mis du côté donc, des candidats. Voilà. Une expérience, déjà je vais me présenter, donc je suis Marie-Hélène Petrucci, donc je suis donc fondatrice de la société Hypercute Search, qui est une agence de travail temporaire et de recrutement basée à Herblay, et donc ça fait 11 ans que j'ai créé mon entreprise. Donc j'ai vu effectivement, pas que chez Hypercute, mais dans les anciennes entreprises où j'étais, l'évolution en fait des candidats et puis la façon en fait d'évolution en fait de nos candidats et surtout des employeurs aussi. Donc ça va peut-être être un peu redondant. J'espère que je vais vous ramener d'autres petites remarques par rapport aux candidats. Donc les attentes de nos futurs collaborateurs, Virginie en a parlé tout à l'heure. Donc le sens et l'impact, donc on vous en a plus ou moins parlé. Donc ce sont les candidats qui attendent donc des missions claires, des engagements concrets. Donc toujours en matière de responsabilité sociale et environnementale. Tout ça, de toute façon, c'est vraiment une attente de résultats pour la réduction toujours de l'impact en fait sur l'environnement. Ça, c'était la première chose qui m'a été donc en fait remontée par les candidats. Bon, flexibilité, autonomie, on en a parlé tout à l'heure, donc télétravail ou modèle hybride, les horaires flexibles, donc la liberté dans l'organisation de travail.
Ça revient toujours, et c'est toujours les premières questions. Hein. Ce n'est pas spécialement le salaire. Quand on a des candidats en ligne, c'est donc, comment ça se passe, avec qui et comment. Et surtout le respect de la vie perso. Donc, voilà, ça reste en fait quelque chose d'important pour les candidats. Tout ce qui est donc technologie et outils modernes. Alors ça, c'est un impératif. Les outils collaboratifs sur les processus numériques, que ça soit fluide. Donc, ce sont des natifs du digital, hein, donc ils s'attendent à vraiment une efficacité pour pouvoir en fait être à l'aise dans leur poste. Voilà, donc culture, test, et leur ligne, enfin ça reste ce qu'ils vivent au jour le jour déjà dans leur vie quotidienne. Alors l'apprentissage et l'évolution, donc c'est l'accès à la formation continue, mais vraiment continue, hein, ça ne reste pas que la formation en interne sur le produit, donc c'est des montées en compétences rapides, les opportunités de mobilité aussi interne et des projets donc variés. C'est important de les nourrir parce que sinon ils s'ennuient très très vite. Voilà, des parcours de carrière visibles, donc on en a parlé tout à l'heure, et puis et surtout des budgets de formation dédiés. Donc tout ce qui est feedback en fait fréquent et relations managériales des coachs. Vous parliez tout à l'heure, Virginie, du fait qu'il n'y ait pas non plus de management donc rigide, donc toujours du feedback régulier, accessible. Donc c'est surtout axé sur le développement, mais pas seulement sur le contrôle. Voilà, c'est ce qu'on m'a rapporté. Voilà. Le style managérial, donc c'est coach, mentor, plutôt que contrôleur, donc qui favorise l'autonomie et l'expérimentation, puisqu'après, ils sont les futurs en fait, managers de l'entreprise. Alors, on a parlé de la transparence et de l'équité. Donc, la transparence, c'est surtout sur les salaires. Peut-être, on n'est pas trop habitué dans les entreprises à étaler les salaires, mais bon, eux, ils attendent ça. Les critères d'évolution, donc de rémunération, les avantages adoptés. Donc, surtout sur la partie donc, aussi santé mentale, congé, équilibre. Voilà, les abonnements aussi. On parle d'abonnements, de rémunération et d'avantages. La transparence des grilles salariales et des critères d'augmentation. Donc, on sait que dans les entreprises, on a tous les 2 ans des postes à voir à 5 ans. Bah, eux, ils veulent avoir tout de suite en fait, l'évolution de leur partie salaire. Inclusion et diversité, donc un environnement inclusif, une politique vraiment anti-discrimination, hein, une culture d'entreprise accueillante. Voilà, on a travaillé les mêmes sujets. La culture, donc les rapports RSE, tout ce qui est objectif carbone, les initiatives locales aussi, tout ce qui est donc comité, formation, anti-biais, process de recrutement anonymisé, donc ça c'est important si c'est utile. Les espaces sûrs, donc c'est plutôt une politique claire contre le harcèlement, les canaux d'écoute confidentiels. Donc ça c'est ce que m'ont rapporté les candidats. Responsabilité et valeurs, donc les entreprises donc, alignées sur des valeurs sociétales et environnementales crédibles. Et ils vont vérifier en amont avant de se présenter. Tout ce qui est culture collaborative et reconnaissance, donc c'est l'esprit d'équipe, une reconnaissance authentique, les projets collaboratifs qui sont très très importants, la possibilité d'influencer les décisions aussi, voilà, même en tant que collaborateur, et surtout encourager les projets personnels. Voilà, c'est ce que j'ai pu entendre. Donc processus rapide et clair, donc ça restait dans le recrutement donc transparent et efficace, onboarding structuré, donc processus qui permet à l'entreprise d'intégrer un nouveau salarié à son environnement de travail. Donc ça pour eux c'est important, l'accueil, en lui donnant des informations utiles sur le poste, son lieu de travail, son équipe, enfin comment est organisée l'entreprise. Donc moi, j'ai terminé ma présentation. Je n'ai pas fait de slide parce que je savais que vous aviez un problème de... Non, je rigole. Un problème d'Internet. Donc ce qui est à éviter, en fait, quand on recrute, donc en fait, c'est de promettre des valeurs sans preuve. Donc il faut des preuves, voilà.
Alors, on parlait de processus de recrutement long et opaque. Ça, je le vis tous les jours. Tous les jours. En fait, moi, je suis donc entre le candidat et l'employeur. Et les prises de décision sont beaucoup, beaucoup trop longues. On parlait de 9 semaines. Je serais plutôt sur des 3. Moi, encore heureusement au jour d'aujourd'hui. Mais avant, on était sur un process de 5 jours. Hein. Enfin, voilà, j'ai 2-3 candidats, je choisis et j'embauche. Bon, moi, comme je dis, il y a toujours une période d'essai. Hein. Enfin, si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Micromanagement, il manque d'opportunités d'évolution. Donc ça, il faut vraiment le présenter. Alors, tous les outils obsolètes. Hein. On oublie, hein, s'il n'y a pas les derniers... les derniers logiciels, enfin voilà, il ne faut pas que ce soit des procédures lourdes non plus. Alors maintenant, je vais parler du retour des entreprises, parce que, enfin voilà. Voilà, le retour de l'entreprise. Voilà, j'ai su après qu'il fallait que je travaille là-dessus, donc j'en ai mis un petit laïus sur le retour d'entreprise. Voilà, les candidats ne sont pas favorables au CDI. Voilà, pas de fil à la patte, voilà ce qu'on me répond. Surtout du CDD et de l'intérim. Pour les plus compétents, qui se font rares sur le marché, il y a quand même beaucoup de surenchères. On va partir d'un salaire, je dis n'importe quoi, 40 KE, non, on va passer à 50 parce qu'on me veut. Enfin, entre 40 et 50, je leur explique quand même qu'il y a vraiment un fossé. Et puis, il faut avoir aussi de l'expérience. Les projets donc, à court et long terme, on les évoque. Alors, eux, ils les évoquent quand ils sont reçus. Donc, moi, j'ai des candidats qui évoquent leurs projets. Voilà, je vais partir d'ici 3-4 ans à l'étranger pour acquérir d'autres compétences ou changer de secteur d'activité. J'aime bien l'aéronautique, mais finalement, j'irais bien voir ce qui se passe en chimie. Moi, j'ai tout eu dans ma carrière, ouais. Et surtout le télétravail. Ça, c'est la première question. Télétravail. C'est ce que me ramènent les employeurs. Alors, des petits conseils rapides, mais vous les avez mieux expliqués que moi. Donc, pour attirer et fidéliser les candidats, il faut proposer de la flexibilité, des missions fortes, investir dans la formation, moderniser les outils, instaurer une culture de feedback et de reconnaissance et être transparent sur les perspectives et la rémunération. Donc, ça a été un petit peu... voilà. Ce que je pouvais vous dire et merci. Merci beaucoup Marie, merci. Restez là. Je vais rappeler Virginie à mes côtés, parce que donc là, on a eu Virginie qui a présenté, qui nous a posé le cadre, vous nous avez donné votre retour, mais il y a peut-être des questions dans la salle, surtout n'hésitez pas. Alors moi j'allais en poser une à Marie, c'était quel était le retour des chefs d'entreprise, mais elle l'a anticipé. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle ou si quelqu'un a besoin d'un éclaircissement. Non ? Tout a l'air très clair. Écoutez, merci à vous deux. Merci. Et puis là, on va rentrer dans le cœur du sujet parce qu'on va voir l'intervention de Mayana. J'espère que je dis bien le prénom pour l'entreprise Le Creuset d'Art. Donc là, on va avoir un retour du terrain. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je me présente, je m'appelle Mayana. Je suis gestionnaire RH pour le compte du Creuset d'Art qui fait partie du groupe Chanel, pour lequel je travaille depuis un petit peu plus d'1 an. Donc effectivement, vous voyez qu'il y a également ma responsable sur la petite slide, ma responsable qui n'a pas pu venir ce soir et qui s'en excuse. Et effectivement, donc la génération Z. Pourquoi est-ce que ce sujet-là est important pour moi précisément ? C'est parce que j'en fais partie, tout simplement. Et que je ne pense pas non plus que ce soit un réel défi de nous recruter, mais réellement une opportunité. Parce que parmi ces jeunes que l'on peut qualifier de fainéants, que l'on peut qualifier de flemmards, qui ne sont pas motivés, se cachent finalement des gens dynamiques qui ont réellement envie de faire leurs preuves, de faire leur place, et également de pouvoir s'enrichir en fait sur leur quotidien. Le Creuset d'Art, c'est une entreprise qui a été fondée en 2008, qui aujourd'hui compte une centaine de salariés. Qui sur une centaine de salariés, on va avoir vraiment une moyenne d'âge qui se situe aux alentours des 30-40 ans, ce qui est relativement jeune. Aujourd'hui, on a recruté cette année, je dirais peut-être une vingtaine de nouveaux collaborateurs. Sur cette vingtaine de collaborateurs, on va vraiment avoir des jeunes qui ont en dessous de 25 ans, une petite dizaine je crois. Ces jeunes-là, on les a recrutés sur des process très courts. Comme on le disait, un process de 9 semaines, c'est long, c'est fastidieux. Les jeunes
Ils en ont marre de cette manière de faire. Ils veulent une réponse tout de suite. Malheureusement, tout de suite, qu'est-ce que c'est ? 3 jours, ce n'est pas possible, donc on va vraiment trancher sur du 2 semaines. On leur donne un premier entretien, on leur fait un tour de l'entreprise, on leur montre également l'équipe dans laquelle ils pourraient être amenés à travailler, parce que finalement, ça va être leur quotidien, pendant des heures et des heures pendant la semaine. Ce qu'il faut, c'est qu'ils se sentent comme chez eux, intégrés et surtout intéressés. Une fois que le processus de candidature est arrivé à terme, qu'ils sont donc intégrés à l'entreprise, il y a toute une dynamique en fait, d'intégration, que ce soit au niveau de l'équipe, de l'entreprise, et également autour de déjeuners, autour d'activités qu'ils peuvent faire, avec un certain budget que nous leur allouons. C'est quelque chose vraiment sur lequel on insiste, parce que ce soit pour des CDD, des CDI, si on a pour vocation de garder ces talents-là et de les fidéliser, il faut aussi qu'on puisse les intéresser et leur proposer une perspective d'avenir. Perspective d'avenir qui en tout cas aujourd'hui fonctionne, puisque ces talents-là sont toujours là aujourd'hui. Ensuite, au niveau du process de recrutement en lui-même, donc on avait décidé à la base de vraiment le restreindre donc sur 2 semaines. 2 semaines, ça peut paraître très long encore pour eux. On en a encore des retours, des candidats qui nous disent que voilà, 2 semaines c'est long, parce qu'on ne leur donne pas forcément de perspective, parce que parfois, que ce soit sur Hello Work ou Indeed, ils voient qu'il y a énormément de candidats et ils ont peur en fait de se sentir lésés, de se sentir biaisés et justement de ne pas avoir de réponse et de se sentir lâchés. En tout cas, ce sont les échos qu'on a pu avoir de la part de nos candidats. Ce que j'aurais aimé ce soir, en tout cas, c'est de pouvoir vous présenter l'un de nos récents intégré, oui, et qui puisse en fait parler de lui-même, de son expérience de recrutement, de son expérience d'intégration, pardon, et surtout qu'il puisse vous dire, voilà, comment est-ce qu'il a ressenti, comment est-ce qu'il a vécu les choses. Malheureusement, il n'était pas disponible. Désolée. Malgré tout, on arrive à attirer cette jeune génération, on arrive à leur donner pas seulement des faux espoirs, mais également une perspective d'avenir, que ce soit sur le long terme, le court terme, le moyen terme. L'important, en fait, c'est juste qu'ils puissent se sentir engagés vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leur carrière et vis-à-vis de leur avenir. Aujourd'hui, on forme également nos managers à ce qu'ils puissent justement réussir à intégrer ces nouveaux talents sur le long terme. Parce que là, c'était vraiment le gros du travail qu'on avait eu avec eux. C'est que lorsqu'ils avaient une nouvelle ressource qui arrivait, ils étaient un petit peu perdus entre la formation d'un côté qu'on pouvait leur donner et de l'autre côté, on va dire leur humanité normale avec leurs préjugés. Et on va dire oui, non vraiment, c'est vraiment le terme de préjugés qui revenait. Aujourd'hui, ils arrivent beaucoup plus à faire la part des choses entre leurs préjugés et en fait ce qui est, c'est-à-dire un humain normal devant qui demande juste à glow up, si je puis dire. Donc c'est vraiment là que, en tout cas, ça me semble important en tout cas de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir se dire ok, on y va. On forme ces jeunes-là, on y va et puis on voit bien ce que ça donnera. On les recrute sur des CDD, on les recrute sur des CDI, on fait très peu d'intérim, mais principalement sur du CDD, pardon. Sur le CDD, la principale problématique qu'on peut avoir justement, ça va être de se dire on forme ces jeunes talents et on les forme sur le court terme. Est-ce que ça va leur donner envie de rester ? Est-ce que ça va leur donner envie de progresser, de continuer sur ce même secteur ? Personne ne le sait. Mais en tout cas, nous, on se donne à fond. On se dit qu'on peut y arriver. On se dit qu'on va y arriver de toute façon. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on a des talents qui sont là depuis 5, 10, 15 ans et qui pourtant ont commencé leur vie professionnelle chez nous. Donc, je sais que c'était une intervention très très courte. Je m'en excuse. Merci beaucoup. Mais ça me semble important. Non, mais j'ai trouvé ça très... Excusez-moi, j'ai une même pas le temps question. de dire, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Voilà. Allez-y, Madame Sophie. Je parle dans le micro, donc. Quelle est l'activité du Creuset d'art ? Quelle est votre activité ? Nous sommes une fonderie d'art qui crée des bijoux pour les D'accord. grands de la mode, Chanel, Dior, Louis Vuitton principalement. Chacun repartira avec un petit échantillon. Non, c'est une blague. Et J'aurais bien aimé prévoir ça. Vous êtes situé à Beauchamp. Et parmi vos 100 collaborateurs, quels sont le découpage des tranches d'âge ? Alors, on va vraiment avoir donc les fonctions support qui représentent une vingtaine de collaborateurs contre 80 collaborateurs en atelier, donc dans l'artisanat. Et par atelier, on va avoir,
40% de nos artisans, de nos fonctions support, qui vont se situer sur une tranche d'âge inférieure à 40 ans. Et quelles sont les études que vous demandez Alors, attendez, on va refaire la question, Marie. Quelles études demandez-vous pour vos futurs collaborateurs de base? pour nos collaborateurs en atelier, nous les formons en atelier. Oui, mais Donc, à la base, ils viennent, je sais pas, avec un BEP horlogerie ou non? Qu'est-ce Ils que c'est? peuvent arriver avec un CAP, avec un bac général, peu importe. Ah, il n'y a pas de... D'accord, vous n'avez pas C'est de la formation sur site et c'est une question de volonté, de volonté, vouloir de apprendre. motivation. D'accord. Y a-t-il une autre question dans la salle Les jeunes, vous avez le droit aussi de poser des questions. Hein. Vous avez quelqu'un qui représente une entreprise, donc surtout la partie ressources humaines. Peut-être que... N'ayez pas peur. Non, pas de questions? Alors moi, je tenais quand même à vous remercier parce que on entend beaucoup, comme le disait tout à l'heure Monsieur le maire, beaucoup de chefs d'entreprise qui ont du mal à recruter, qui ont surtout beaucoup de mal avec cette nouvelle génération. Mais là, vous nous avez fait un témoignage en nous prouvant que c'était possible. Oui, parce que c'est ce que j'essaie de prouver en tout cas à ma direction depuis mon arrivée. Et vous y arrivez? Oui. Bon, donc c'est que c'est possible. Mais merci beaucoup Maïana pour cette intervention qui va être une très belle transition parce que David, qui a l'habitude de côtoyer cette nouvelle génération et qui va justement nous faire part de sa vision à lui de cette génération Z. Avec plaisir. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, je me présente, donc je suis David Potrel. Je gère une structure d'insertion pour les jeunes, donc une mission locale qui accompagne des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui sont déscolarisés. Déscolarisés, ça veut dire abandonner l'école ou fini l'école. Ce qui veut dire qu'on a des jeunes qui n'ont strictement aucun diplôme, voire des jeunes qui ont beaucoup de diplômes. Et on est une vraie structure sociologique, c'est-à-dire qu'on a en fait tout le front d'une population, d'une jeunesse de 16-25 ans qui va fréquenter notre structure et qui va nous donner une vision assez large. Ça, c'est le public que j'accompagne. Et à côté, je suis aussi recruteur, puisque j'ai 60 collaborateurs de tout âge. Et j'ai une force. J'ai une force dans mes recrutements, c'est que nous, en fait, la vision de la structure, elle est assez simple. Hein. C'est-à-dire que nous, on favorise l'insertion des jeunes. Donc déjà, quand on pousse notre porte pour être recruté, il s'est déjà passé quelque chose parce qu'on vient avec quelque chose dans la main et une volonté. Et finalement, si je continue sur le recrutement, quand je recrute une jeune génération, l'idée est peut-être plutôt de déconstruire l'idéologie et l'idée un peu sauveur qu'on va pouvoir imaginer, à ramener ça à une vraie réalité. Puisque c'est une activité qui est difficile, compliquée, pénible psychologiquement, puisqu'on subit beaucoup de choses et on est vraiment face à la diversité des publics que l'on va pouvoir rencontrer. Je reviens gentiment sur les jeunes. Pour vous donner une proportion, notre structure elle accompagne environ 6 000 à 6 500 jeunes à l'année sur un territoire qui est assez central sur le Val d'Oise. Alors moi, je voudrais vous bousculer un petit peu et puis finalement peut-être prendre ça un petit peu à contre-pied. On a une génération qui aujourd'hui se pose beaucoup de questions, mais finalement qui ne sont peut-être pas celles que nous nous sommes posées quand nous avions leur âge. Mais finalement, alors j'ai 50 ans, hein, quand j'avais 20 ans, que je rentrais dans la vie, c'était quoi mon objectif? Je voulais être heureux. Et puis être heureux, c'était quoi? Je voulais une maison, je voulais un chien, je voulais une femme, je voulais l'ordre, je voulais gérer, je voulais des gamins, et puis je voulais la voiture qui allait avec. Okay? Aujourd'hui, j'ai des enfants qui ont globalement 20-25 ans. Ouais. Et quand on discute avec eux, et quand je discute avec mes 6500 jeunes, et je vous garantis que cette conversation, je l'ai plutôt régulièrement, la question c'est, comment tu vois l'avenir? En fait, on est quand même en train de laisser à nos gamins une vision d'avenir, je n'ai pas dit que c'était celle qui allait se dérouler, mais une vision d'avenir qui est que le monde est en train de brûler. Je dirais même pas heureux en fait, je dirais sans réponse. Puisque quand vous discutez avec un gamin qui a entre 20 et 25 ans, demain, la terre va avoir brûlé, il n'y aura pas d'eau pour tout le monde ne va pas avoir assez à manger, ils n'auront probablement pas de retraite, et le monde de l'emploi est en train d'exploser. Et je vous garantis, je vous encourage à venir vous asseoir, à vous mettre avec 10 gamins et avoir une conversation. Étonnamment, ça change un petit peu le prisme des choses. Et puis il y a une autre vision qui est assez drôle, l'éducation de nos enfants.
50 ans, moi j'ai grandi avec tu fais comme ça, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Et la génération qu'on a devant nous, on leur a appris à avoir un avis. On leur a appris à décider. Et aujourd'hui, on voudrait que finalement, quand on les recrute, on dise « Ah ben non, c'est bon, tu vas arrêter d'avoir un avis. Tu vas faire ce que je te dis. » Ben non, en fait. C'est quand même un peu le résultat de tout ce qu'on a semé. Donc moi, aujourd'hui, quand j'accompagne des gamins, alors accompagner, c'est volontaire, gratuit, et avec une possibilité de sortie positive. Sortie positive, c'est un emploi, une formation, aller à travers le monde, visiter le monde. Enfin là, on a des départs aujourd'hui pour l'Amérique du Sud, pour des gamins qui peuvent partir 12 mois, c'est 100% financé, pour découvrir le monde. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Si vous saviez l'énergie nécessaire pour arriver à mobiliser du public, vous tomberiez de l'armoire. Alors autant vous dire que si vous arrivez à recruter avec une vision un peu terne, un peu pas cool, un peu pas claire, ça ne marche pas si bien que ça. Je continue dans mon accompagnement. Nous, on propose des offres d'emploi, on propose des modalités de recrutement différents, des forums inversés, etc. On met en avant les compétences. Si vous saviez la difficulté que j'ai à les faire venir. Mais en même temps, ils sont capables du meilleur et du pire. Cet après-midi, 14 h, on a monté un forum, Saint-Brice-sous-Forêt, service jeunesse. Si vous connaissez Saint-Brice-sous-Forêt, c'est un peu paumé, c'est pas super à côté de la gare, c'est pas tout à fait génial. Et bien à 14 h 30, on était obligé de fermer les portes parce qu'en fait, on a eu 4 fois plus de jeunes que prévu. Alors, on les a fait rentrer, on s'est réorganisé. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a 15 jours, on a fait un forum à Hermont, à 4 minutes de la gare. Ça m'a coûté un budget café pour faire patienter les chefs d'entreprise. Et c'était globalement les mêmes. C'est notre jeunesse, je pense qu'il faut l'accepter. Je reviens sur mon rôle de recruteur et de personne engagée. J'ai des engagements. Aujourd'hui, quand je recrute, eh ben moi, je vais faire un choix. Alors, j'ai entendu Virginie, j'ai entendu Marie-Hélène, j'ai entendu Mademoiselle, et franchement, je vous adore. J'adore la philosophie que vous mettez en place dans le recrutement. Désolé, j'ai aussi ce sentiment que vous avez parlé de jeunes diplômés, voire très diplômés. Et je pense que le monde, il s'adresse à 2 typologies. Mais malgré tout, je recrute aussi des gens très diplômés qui vont accepter de déchirer leur diplôme, je vous le dis avec mes mots, pour venir faire un métier de conseiller en insertion professionnelle, qui ne nécessite pas nécessairement énormément de diplômes. D'accord ? Ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai compris quelque chose. J'ai compris qu'il valait peut-être mieux recruter avec moins de diplômes, mais surtout avec de la conviction. Ça fait très longtemps que je recrute sans CV. Ça fait très longtemps que le sujet n'est plus la carrière, le machin, ce que tu as envie d'en faire. Le recrutement, c'est une tasse de café et c'est une discussion. Et je pourrais faire autant d'entretiens que vous voulez dans mon bureau avec un canapé, dans un bar, dans un restaurant, je pourrais tous vous les faire. Mais mes 60 collaborateurs, je les ai globalement tous recrutés de cette manière-là, avec une vision qui a été de leur dire « C'est quoi pour toi l'insertion? Qu'est-ce que tu attends de tout ça? Où tu veux aller avec ça ?» Et à la fin de la discussion, j'ai déconstruit la réalité, parce que la réalité, c'est pas « je vais sortir les mômes de la rue, je ne vais pas mettre tout le monde en emploi ». Non, malheureusement, ce n'est pas le cas, même si sur 6 000 jeunes, on en met plus de 1 500 à 1 700 en emploi chaque année, on en met 800 en formation. Je n'ai pas à rougir de ce que je suis en train de vous dire. Mais la réflexion que j'ai avec eux, c'est je vais te déconstruire ton schéma, je vais t'expliquer quelle est la réalité. Par contre, tu vas avoir énormément d'autonomie et tu vas m'apprendre à moi, le vieux de 50 ans, ce qu'est un jeune de 25 ans. Et vous savez quoi? Ça fait 15 ans que je fais ce métier et en fait, ça fait 15 ans que je fais ce que je suis en train de vous dire. La structure a énormément évolué. La méthodologie d'accompagnement, la méthodologie de présentation du monde de l'entreprise, etc. Tout ça a évolué. Et alors, je suis un génie. Vous savez pourquoi? Parce que je suis le type le plus feignant du monde. C'est-à-dire que c'est eux qui m'amènent toutes les solutions. Et donc, j'ai compris ça. Alors, je ne suis pas une structure industrielle, je ne fais pas de commerce, je ne fais pas tout ça. Et je ne suis pas niveau de métier, niveau méthode de recrutement. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que je crois qu'à un moment donné, il faut s'interroger sur l'autre braquet. Ne pas oublier quelque chose, c'est que cette génération, vous disiez 27% de la population active, Virginie, si j'ai bonne mémoire, elle a un pouvoir.
Et le pouvoir, c'est de refuser ce que vous voulez mettre en place. Et si elle refuse, vous allez mettre la clé sous la porte. Et si nous, on ne s'adapte pas, et moi le premier, si je ne m'adapte pas, je n'ai plus personne à mettre en face. Et j'ai un exemple qui est très concret. Mission locale, en national, c'est 25% de turnover. Parce que c'est un métier difficile, parce que c'est un métier qui est très mal payé, on va se le dire tout de suite. Le Val d'Oise, il y a en moyenne une trentaine de postes de conseillers en insertion disponibles sur l'ensemble des missions locales. Il n'y en a que 5 sur le Val d'Oise. J'ai 0 turnover. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire, regardez, je suis le meilleur. Je suis en train de vous dire que j'ai inversé le braquet en m'interrogeant. Et si je reviens sur l'accompagnement des jeunes, mes meilleures opérations de recrutement, c'est lorsque je mets l'employeur en difficulté. C'est-à-dire que je vais lui retirer son pouvoir de décision. On a mis en place depuis pas mal d'années, avec une collaboratrice qui était formidable, on a mis en place des forums inversés. Et le principe était super basique. On a par exemple ouvert une boutique à Quai des Marques. Les clients étaient des chefs d'entreprise et les jeunes étaient les vendeurs. Et en fait, il n'y avait plus aucun CV, il n'y avait que de la discussion, du bon-être, etc. Aujourd'hui, France Travail fait des opérations de recrutement sport. Ça fait 15 ans que je fais ces opérations de recrutement. Ça marche merveilleusement bien. Donc je vous encourage, dans vos opérations de recrutement, dans toutes vos interrogations, à inverser le braquet. Et mademoiselle, vous le disiez, oui, il faut finalement donner la chance à ce gamin qui a diplôme, pas diplôme, peu importe. Moi, je prends encore une fois des gens qui sont souvent sous-diplômés ou sous-expérimentés avec une idée, le plan de carrière, de formation. Oui, je vous disais qu'ils n'en veulent pas, mais finalement, c'est tout ce qu'on va mettre derrière parce que ça leur donne de l'importance, ça leur donne un pouvoir de décision et d'avancer. Voilà, peut-être avez-vous des questions. Merci beaucoup, David. Je savais bien que cette intervention de David allait décoiffer. Je crois que rien qu'en le regardant, on le voit tout de suite, on comprend. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah, j'en ai 2. On va prendre Stéphanie d'abord et ensuite Cindy. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est juste pour montrer que ce que fait David à travers la mission locale, ça fonctionne. Aujourd'hui, il y a tous les acteurs, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent ensemble. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'école de la deuxième chance qui m'a fait un point sur ce qui se passait sur le territoire de Valparisie. Il faut savoir quand même que la plupart des jeunes qui sont orientés vers cette structure-là, on parle pas de... Enfin, s'il y a des jeunes aussi diplômés, mais c'est des jeunes qui ont besoin d'être accompagnés. C'est 80% d'orientation via les missions locales. Et la spécificité sur Valparisie, c'est que 80% de ces jeunes-là qui passent par le 2C ont une sortie positive, trouvent une formation, soit en alternance ou trouvent un emploi. Et je trouve que l'efficacité, elle se traduit aussi là, des partenariats, de cette manière de faire. Et les jeunes qui sont envoyés sont des jeunes qui sont préparés et qui vont jusqu'au bout. Et je trouve ça... c'était ma petite contribution à ton exposé. Il y avait une question de la part de Cindy. Attends, il y a le micro, Cindy. Bonsoir à tous. Alors, je suis d'accord avec toi, David. Par contre, on sait très bien qu'il y a plein d'entreprises que si tu n'as pas le diplôme, malheureusement, tu peux avoir l'expérience, mais ce n'est pas possible, quoi. Tu vois, et ça reste toujours d'actualité. Oui, c'est vrai, mais moi, je te dirais, au bout du bout, pour être dans 5-6 clubs d'entreprises, pour naviguer un peu à droite, à gauche, je vois 2 types d'entreprises. Je vais être hyper désagréable. Je vois l'entreprise qui s'est posé des réelles questions et qui va inverser tout ça. Et puis, je vois l'entreprise qui pleure. Moi, je passe des journées à faire des réunions avec des chefs d'entreprise qui me disent « Ah, je vais foutre la clé sous la porte. C'est compliqué, vous ne pouvez pas comprendre. » Bah si, je comprends justement, mais si on inversait le braquet. Et tu vois, pour répondre à ta question, je pense que toutes les entreprises qui aujourd'hui avancent, et encore une fois, dans tous les clubs d'entreprise que je vois et les dizaines et dizaines de chefs d'entreprise avec qui je peux discuter, quand on arrive à distiller le fait qu'il faut peut-être prendre le braquet un peu différemment, vous voyez, il y a un truc qui est assez génial que les chefs d'entreprise ne se sont pas saisis. On fait un point de situation aujourd'hui. Alors, je ne fais pas de politique, je fais un constat basique. La formation des jeunes, c'est une catastrophe aujourd'hui. De nombreux centres de formation sont en train de foutre la clé sous la porte.
Les lycées pro, je suis désolé, les lycées pro souffrent énormément. Bon, ben une fois qu'on fait ce constat-là, c'est quoi la solution? Vous savez quoi? Sous le mandat de François Hollande, on a donné la possibilité aux entreprises de créer leur propre centre de formation. On a donné la possibilité aux entreprises de faire leur formation pour leurs besoins. Vous savez quoi? Je ne suis pas sûr d'en compter beaucoup dans le Val d'Oise qui ont fait ce pas-là. Alors qu'il y a une opportunité assez géniale de former ses propres salariés. Ça fait 15 ans que je fais ce métier et que j'entends des entreprises de l'industrie qui me disent « Un chaudronnier, mon bon monsieur, ne sait même pas former, ça ne sait pas quoi faire. » Eh bien, pourquoi ne pas se fédérer et pourquoi ne pas s'associer? Donc Cindy, je réponds à ta question. Oui, tu as raison, bien sûr. Et puis, le monde est le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai noté un truc sur mon petit papier. Je me suis dit, je trouvais ça drôle. La conclusion, c'était de dire, la question que vous aviez posée, c'était comment on garde un jeune de la génération Z? On ne le garde pas. Voilà, il faut juste se dire ça. Une fois que vous l'avez rentré, formé, mis en place, alors bah ouais, vous râlez parce qu'un process de recrutement, ça coûte des blindes. Former, ça coûte des blindes. Mais en fait, vous avez gagné 2 ans. Et quand il en a fait 3, vous avez gagné 1 an. Et puis quand il en a fait 4, vous avez gagné 2 ans. Et en fait, si juste on se rentre tout ça dans nos méthodologies, bien sûr qu'il y a un coût. Mais vous allez voir que finalement, la méthodologie, elle devient différente. Donc, un changement de mindset auprès des chefs d'entreprise pour pouvoir accueillir et garder cette génération Z. Oui, je pense que c'est ça l'avancée. Bah, merci beaucoup, Merci, David, pour cette intervention. Alors là, on arrive sur la fin de notre Tech Days. Et puis la dernière présentation, c'est Sandrine Ledu qui est venue accompagner pour nous présenter justement le dispositif de CY Entreprendre, parce que depuis tout à l'heure, on parle du recrutement de cette nouvelle génération, mais il y a aussi le fait que cette nouvelle génération veut devenir son propre, peut-être, chef d'entreprise. Donc j'appelle à mes côtés Sandrine, accompagnée de son étudiant, pour nous faire la présentation de CY Entreprendre. Bonjour. Alors, il paraît que j'ai une presse. Qu'est-ce que je dois dire? Voilà, comme ça. Et puis bouger. Tu te mets là à côté de moi? Ouais. On va faire un duo. Hein, c'est ça d'entreprendre. Pas de problème. Bonjour à tous. Donc, je suis Sandrine Ledu et je travaille à CY Cergy Paris Université. Mais je porte surtout un dispositif qui est magnifique, un acronyme qui s'appelle PEPIT, le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Vous avez souvent entendu le mot, cette jeunesse, elle est volatile, mais elle a surtout envie d'entreprendre. Et ce sont des spécialistes des ressources humaines qui l'ont dit. Donc, fort de ce constat, le ministère a décidé d'ouvrir ce dispositif et on a plusieurs missions. Donc, informer et sensibiliser. Je vois qu'il y a des étudiants dans la salle ce soir. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce dispositif? Si je vous dis qu'il est... Oui, toi, oui? Pour ma part, oui, j'étais à CY Tech du coup, il y a 2 ans. D'accord. Non, mais tu me connais quand même. On m'a dit tu passes la dernière, il faut les rester éveillés, il y a le cocktail, mais voilà. Du coup, bonjour, moi je suis Idriss, je suis un étudiant en BTS Commerce International. Viens avec nous, Idriss, on va, viens. Tu sais que 3, c'est la perfection en communication. Allez, viens. Je suis bien entourée, hein. Allez, la jeunesse, les Gen Z. Ah, pas de souci. Moi, je suis un étudiant en BTS Commerce International, ici dans le lycée de Montesquieu. Je suis en 2e année actuellement en alternance. Et il y a 2 ans de cela, j'étais à CY Tech et on a eu une conférence par rapport à Pépite et à CY Entreprendre. Et c'était franchement très intéressant, j'ai failli même m'inscrire. Mais... Que failli. Mais honnêtement, c'était très intéressant. Et quand j'étais à CY Tech, j'ai vraiment rencontré beaucoup de jeunes ingénieurs qui souhaitaient ouvrir leur entreprise. Actuellement, j'ai même un ami à moi qui a commencé à entreprendre, qui est parti aux États-Unis alors qu'il était à CY. C'est la génération Z et pourtant, il y en a pas mal qui essayent d'entreprendre et qui essayent de devenir leur propre patron. Mais il y en a quand même pas mal d'autres qui souhaitent rejoindre des entreprises. Et je pense que cette conférence-là, elle est importante parce que réellement, j'ai écouté les discussions. Je trouve que vous avez quand même touché des choses importantes. Et il y a réellement une différence entre notre génération, la génération Z et ceux d'avant. Et pour nous, réellement, ce qui compte, c'est que c'est un sens, que ça soit assez rapide, qu'on ne soit pas un peu perdu.
et que réellement nos missions, que ça soit concret, qu'on sache qu'on fasse quelque chose d'intéressant. Bon voilà, c'était tout, c'était juste pour dire que si on entreprend, c'était sympathique. Alors, pépite. Donc, je disais 5 verbes: informer, sensibiliser, former, accompagner et fédérer. On est 32 sur le territoire national. Donc, quel que soit l'endroit où tu fais tes études, il y a un pépite qui est près de chez toi. Donc, moi, j'ai une zone de chalandise. Je dois intervenir dans l'ouest parisien. Donc, on va de Roissy, gros focus sur Cergy-Pontoise, un petit tour à Saint-Germain-en-Laye pour terminer sur Versailles. 12 établissements qui forment CY Alliance. Mais tout étudiant a le droit au dispositif. Donc même vos étudiants, Madame la Proviseure, pourraient venir toquer à ma porte et je leur dirais « Bienvenue au sein de CY Entreprendre ». Donc la première mission, c'est informer et sensibiliser. Le format qui fonctionne le mieux, c'est ce qu'on appelle un hackathon. En gros, un bootcamp de l'entrepreneuriat où ils sont mis en situation. En ce moment, on fait le Créaton Impact du 4 novembre au 4 décembre. C'est la grosse semaine créative, la sensibilisation à l'entrepreneuriat. La finale, je vous enverrai si vous le souhaitez, c'est à l'ESSEC, qui est derrière, à la fin, mais bien sûr, j'avais anticipé. Donc, il y a un lien, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit et l'ESSEC vous est ouvert. Et nous aussi, on fait des cocktails, il n'y a pas qu'ici ce soir. Mais ce qui vous intéresse, comme on a employé, c'est si demain, moi, j'ai envie d'entreprendre, comment je m'y prends. Déjà, première nouvelle, le dispositif, il est gratuit. Il y a une plateforme qui est nationale. Donc, cherche ta pépite, tu tapes pépite, tu t'inscris sur cette plateforme-là, tu vas avoir un comité d'engagement, tu fais un petit pitch et on te dit si oui ou non. Mais il y a des conditions. Donc, il faut avoir le bac et le niveau bac. Pas besoin uniquement d'être dans l'enseignement supérieur et d'être bardé de diplômes. Parce que même, ça c'est la première chose, parce que quand on a envie d'entreprendre, il faut entreprendre sa vie également. Avoir une idée formalisée. Donc, si demain tu dis j'ai envie d'entreprendre, mais je ne sais pas quoi, bah, viens faire les hackathons chez nous. On n'est pas à l'abri que qu'il se greffe une bonne idée et qu'on puisse un petit peu aller plus loin. Avoir une idée formalisée, c'est tu as envie de créer une chaise parce que tu trouves que tu es assis depuis 2 heures sur ici puis que tu as un peu mal aux fesses. D'accord ? Voilà. Donc, fort du constat que tu fais plein d'interventions comme ça et tu es en train de designer et tout ça, et pour toi, tu as l'innovation du siècle de permettre, ça, c'est une idée formalisée. Mais par contre, tu ne sais pas du tout comment t'y prendre. D'accord ? Mais tu as un peu regardé quel était le marché de la chaise. Qu'est-ce qu'il existait ? Qu'est-ce qu'étaient un petit peu les concurrents et ce que tu pourrais offrir ? Donc là, ça veut dire que tu as fait une démarche entrepreneuriale et tu as amorcé un petit peu les choses. On va vérifier si tu es un peu engagé. Parce que si tu vas faire ça en parallèle de tes études. Je regarde Madame le Proviseur. C'est d'abord ton parcours académique qui est le plus important. Tu vois ? On est d'accord ? Donc, à partir de là, donc, critères, c'est niveau bac, avoir une idée formalisée, montrer que tu peux t'engager, 3 rendez-vous dans l'année. Et à partir de là, on va te proposer un accompagnement sur mesure. Tu as droit à quoi ? Un accompagnement individuel au collectif. Tu as le droit également à des ressources, du mentorat, accès à des experts, un réseau. On est des facilitateurs. En fait, on est un peu des psychologues de l'entrepreneuriat. Tu viens avec une question, tu ne payes pas, mais par contre, tu vas repartir avec plein de questions. D'accord ? À partir de là, tu vas me dire, ouais, mais moi, je n'ai pas d'argent. Donc, nous, on a monté plein de partenariats pour avoir ce qu'on appelle de l'amorçage. On fait des concours, les fameux concours de pitch et d'éloquence, où tu vas être Qui a déjà regardé l'émission de la CIS qui va être mon associé ? Vous avez tous regardé ça ? Le concept, il est là par rapport à différentes thématiques. D'accord ? Et donc, vous allez pouvoir bénéficier de concours. L'année dernière, on aura distribué 77 000 €. D'accord ? Et aujourd'hui, on est à la turbine sur le territoire de Cergy-Pontoise, mais ça vous est ouvert. On est conscient que vous êtes étudiant. Donc, on fait des permanences tôt le matin. On n'a pas trop de succès, mais sachez qu'on est ouvert pour les matinaux. Mon équipe est très disponible entre midi et 2. Et en soirée, on a une adaptabilité de faire ça également en visio également. Et il y a des gens. Et on se déplace aussi. D'accord ? Donc, normalement, sur cette slide derrière, tu as tous les avantages aussi. Et comme on est sur un réseau national, on est 8 en Île-de-France, ce qu'on propose parfois, on l'ouvre aussi à d'autres personnes. Donc, c'est ce qu'on appelle le fameux mot réseauté et fédéré. Après, moi, ça fait 5 ans aujourd'hui que j'ai rejoint
l'université, j'ai un parcours consulaire et de réseau d'entreprises également. Il y a un changement des mentalités de l'entrepreneur du siècle dernier, où j'ai commencé à travailler, et celui d'aujourd'hui. Vous êtes une génération extraordinaire. Moi, je vous adore. Je refaisais le calcul, j'ai une équipe de 10 personnes, j'ai 8 personnes de la Gen Z dans mon équipe. Vous me faites grandir et j'ai l'impression de rester jeune, donc rien que pour ça, merci. Mais je me sens aussi parfois décalée, mais ce n'est pas très grave. Vous n'avez aucune limite. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Moi, à mon époque, on était frileux. Ah non, je ne vais pas y aller. On se posait 150 000 questions. Et sur une approche macro, en fait, vous voulez entreprendre parce que vous voulez vous engager, avoir un impact sur la société. La planète que notre cher collègue nous a décrit, il paraît qu'on ne vous la laisse pas très propre. Donc, vous voulez également, par rapport à tout ça, vraiment essayer de transformer aujourd'hui la société, que ça soit un impact sociétal ou environnemental. Il semblerait aussi que l'entrepreneuriat, vous le considérez comme avoir la liberté, aucune hiérarchie, pas de compte. Vous gérez votre vie, vous gérez votre temps comme vous le souhaitez. Après, ça, j'ai une approche macro, mais tu t'es pas déplacé pour rien. Pas du tout. Hein? Je suis là. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, en moyenne, on accompagne 150 étudiants qui souhaitent entreprendre par an, profil très, très diversité. Je n'ai pas que des étudiants d'une grande école de commerce sur le territoire de Cergy-Pontoise. Il n'y a pas de profil type. Alors, si je vous fais mon persona, la personne a 23 ans, elle est généralement en bac plus 3, mais on a aussi des L1, comme on a quelques doctorants, d'accord. Et en plus, on porte un diplôme étudiant entrepreneur. Donc, si demain, vous avez envie d'entreprendre et retrouver une âme d'étudiant, le diplôme qu'on porte, il est focus sur de la pré-incubation. Il est ouvert à tout le monde sans critères de sélection aussi. Donc, franchement, pourquoi tu as voulu entreprendre? La petite croix. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que tu montes ton parcours. Okay. Et puis, j'ai appris plein de choses dans la voiture parce qu'on est venus ensemble et tu as un profil super intéressant. Merci beaucoup à toi. Mais comme tous les étudiants que j'accompagne. D'abord, je me présente. Je m'appelle Hervé, ou aussi Pires, de moi je ne l'ai plus. J'ai 22 ans. Je suis actuellement en master en IA et Big Data à l'ESIHI. Et pour vous résumer, je risque d'apporter un gros plus à ce monde, voire changer. Du coup, là, actuellement, vous vous dites, comment ça se fait que j'ai autant de confiance en moi lorsque je le dis. Faisons un petit tour en arrière. Je vous laisse imaginer dans votre passé, vous avez dans votre classe ce genre d'écolier qui est seul. Tellement il dit des choses pas normales à son âge, tout le monde le voyait bizarre. À tel point, ce jeune homme n'avait pas d'amis. Il était souvent seul à la cantine. Les gens ne voulaient pas s'asseoir avec lui parce que personne ne l'aimait, il était bizarre. J'étais ce genre de garçon. Du coup, en premier lieu, niveau harcèlement, j'étais vraiment au top. Lundi, mardi, mercredi, c'était vraiment que moi. Du coup, là, ça fait problème numéro 1. Du coup, là, à ce moment, tu perds ton âme d'enfance parce que tu ne fais plus confiance à personne. Du coup, vient ce moment où je commence le lycée. Du coup, je me dis, bon, je ne suis plus au collège, je suis au lycée maintenant, je suis un peu grand. C'est un peu l'image qu'on se fait lorsqu'on quitte du collège au lycée. Du coup, je me dis, là, il va falloir que je puisse m'adapter parce que j'ai besoin de développer un réseau pour évoluer. Du coup, là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu essayer de m'adapter, mais je vois que mon traumatisme que j'avais avant m'a rattrapé. Du coup, sur le coup, je me suis encore ralenti. Et il y a des gens qui ont fait le pas vers moi, qui m'ont invité à sortir. Mais je me suis rappelé que je n'avais pas d'argent. Un jour, ils m'ont dit, viens, on va au grec, on va aller manger. J'ai fait comme ça, comme si j'avais de l'argent. Je me dis, ah, dommage, mais j'ai plus faim. Ça a été ma phrase fétiche. J'ai plus faim, j'ai pas faim. Or que j'ai faim. Mais pourquoi j'y allais pas?
parce que je n'avais pas envie qu'on me paye. Je n'avais pas envie que les gens puissent voir en moi ce garçon à qui on aura pitié de lui. Parce que je sais que l'argent, je risque de ne pas en avoir parce que j'étais sous tutelle de mon oncle. Du coup, je ne me voyais pas en plus de lui demander de l'argent parce que pour moi, ça en faisait trop. Du coup, qu'est-ce qui m'est venu? Je me dis, là, actuellement, je me retrouve dans une situation. Soit je fais en sorte de vivre avec eux, du coup, je fais en sorte de me débrouiller et trouver de l'argent, soit je reste comme ça jusqu'au bac et je n'aurais pas évolué mentalement. Et là, c'est à ce moment que ma vie a pris un autre sens, parce que j'étais en permanence. Et puis d'un coup, il y a un lycéen, il fait tomber devant moi son iPhone. Il commence à crier, ah, je suis foutu, ma mère, elle va me tuer. Pourquoi? Son téléphone était cassé. Du coup, c'est le coup, j'ai hésité à lui parler, mais je me dis, il va peut-être se dire, mais c'est qui ce fou qui vient me parler alors que je viens à peine de faire tomber mon téléphone. Mais, je sais pas, mais il y a une force qui m'a poussé à aller vers lui. Je lui ai dit, si tu veux, je te le répare. Mais, dites-vous, je ne savais pas réparer. Je voulais juste faire l'effort de parler à quelqu'un. Parce que quand même, aller à l'école et puis ouvrir sa bouche qu'en classe pour répondre à des questions, c'est pas une vie. Et vraiment, je vous laisse imaginer un peu mes journées, tout en seul. Du coup, il m'a dit, qui t'a appris à réparer? Je dis, j'ai mon tien, maman. T'inquiète, je vais gérer. Et à ce moment, vu que je n'avais pas d'amis, je lui ai donné mon téléphone. Prends-le comme ça, moi tu seras joignable par tes parents. Parce que moi, je n'ai pas besoin. Personne ne m'appelle. Du coup, je lui ai laissé mon téléphone pendant une semaine. Et puis là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant une semaine? Et c'est là maintenant que tout a changé. C'était vraiment pour moi 7 jours décisifs actuellement de ma vie. Jour numéro 1, je me retrouve avec un iPhone, alors que j'avais un Samsung. Du coup, je découvre l'univers d'Apple. Du coup, je me dis, mais comment vais-je réparer ce téléphone? Bon, comme j'étais au lycée à Camille Claudel, je suis parti à Cergy. J'ai fait le tour de tous les réparateurs. À combien vous réparez le téléphone? Du coup, ils m'ont chacun proposé des prix. Mais ce que je remarquais, plus je me déplaçais vers Cergy, parce que le lycée était à Vauréal, plus je me déplaçais, plus le prix augmentait. Je me dis, mais c'est bizarre. Mais dites-vous, j'avais 15 ans. Du coup, je me dis, qu'est-ce qui se passe pour qu'eux tous puissent changer autant de prix? C'est quoi ce business en fait? D'où ça veut dire, l'autre il prend 50 €, toi tu prends 60 €. Ah, donc vraiment ils se mettent bien. D'accord. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tout petit, hein. Je faisais même pas cette taille. J'allais même devant les réparateurs, je dis, mais excusez, j'ai un petit problème. Est-ce que vous ne voulez pas m'expliquer comment vous réparez? Je veux savoir, je veux comprendre. Ils m'ont tous refoulé. Mais il y a un. Il m'a dit, mais pourquoi tu veux réparer? Je dis, mais parce que je veux réparer. Comme ça. Et puis ce jeu, il m'a donné deux tournevis. Il m'a dit, essaie de l'ouvrir devant moi pour voir si déjà devant tu arrives à t'y faire. Et je tremblais parce que c'était un iPhone. Je dis, mais ça coûte cher, c'est là, je suis encore mort. Et je me suis dit, qui t'entraîne à rien? Je l'ouvre. Il a suffi d'un instant que je vois l'intérieur du téléphone, j'ai compris direct comment ça marchait. Batterie, l'écran est connecté, une carte mère, caméra, haut-parleur, fini.
Et donc aujourd'hui, Oui. je suis désolée, hein, Oui, ton c'est histoire vrai, est passionnante et ouais. on te voit passionné. Donc en fait, tu es dans un lycée, tu es jeune, tu as besoin d'argent, tu as voulu aider Vous l'aidez, oui. ton camarade. Donc, et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as le statut, tu as progressé au niveau de tes études? Et c'est fort de ce constat-là. Est-ce que le projet que tu portes aujourd'hui, il est corrélé à ton histoire? Beaucoup. Donc, qu'est-ce que tu proposes et pourquoi, toi, en tant qu'individu, tu as voulu te lancer dans l'entrepreneuriat et porter un projet pour pouvoir être ton propre patron, en fait? Ok. C'est ça que je pense que vous attendez un petit peu ce soir. Qu'est-ce qui fait qu'à 20 ans, on a envie de se lancer comme ça dans l'entrepreneuriat en parallèle de ses études? Déjà, mais il a fallu d'une vidéo d'Emmanuel Macron qui disait « Si on ne vous offre pas, créez-le ». Et là, c'était vraiment un boom pour moi. Je dis, si je vois autant de gens galérer pour entrer dans le monde du travail, pourquoi pas ne pas en créer aussi? Comme ça, au moins, je suis dans ma propre boîte. Au moins, je pourrais maintenant faire mettre en place mon imagination. C'est de là que maintenant, au mois de mai, j'ai eu une idée. J'avais des idées, mais je n'allais pas au bout. Je me suis dit, et si je créais le nouveau réseau social? Et là, vous dites, pourquoi le nouveau réseau social? Et il y en a déjà plusieurs sur le marché. Mais là, je réunis tout ce qui existe et j'apporte un gros plus. Pour vous résumer, imaginons que vous voulez sortir. J'ai 100 €, j'aimerais vivre une émotion. Mon appli est prêt à te proposer un planning avec les prix et tout pour dire, avec 100 €, voilà ce qui te reste à la fin de la journée. Et puis quand tu dis OK, il se charge de réserver, d'appeler les gens pour dire, il arrive. Tout est fait, tu n'as rien à faire. Mais pour cela, il faut une partie réseau social pour qu'il puisse exploiter ce que tu aimes pour te faire des plannings directement. Donc en fait, si je résume un petit peu ta situation, c'est force d'une difficulté en fait, et un peu de ta colère. Voilà. Tu as décidé de la transformer sur un projet, et donc pour unir un petit peu les gens. Et en gros, toi, ce qui t'intéresse, c'est d'être indépendant et pouvoir être autonome financièrement. Est-ce que c'est comme ça que tu résumerais? Pas vraiment. Et qu'est-ce qui a été le leitmotiv? On va terminer ta phrase de conclusion. Qu'est-ce qui fait que voilà, aujourd'hui, tu ne veux pas aller dans le salariat, mais que tu veux être ton propre patron. Ta motivation première pour être ton propre patron? C'est juste vraiment de faire un truc que j'aime. Genre, écrire une histoire. Vraiment. Et aussi, pouvoir permettre aux gens aussi de pouvoir entreprendre, vu que j'ai eu le courage aussi de le faire. Ok. Eh ben, en tout cas, je te remercie d'avoir partagé ton histoire. Fatima, tu veux peut-être... J'allais lui dire merci. Alors, je ne sais pas si tu as autre chose sur lequel tu veux rebondir, Sandrine. Non, toi, c'était un petit peu... merci. Voilà, donc son histoire, elle est décuplée fois 100, 200 et plus de 1000 fois parce qu'on existe depuis 2014. Ça, c'est les événements. Alors ça, je me retourne vers les enseignants ou les gens qui auraient envie d'inculturer. Ou même auprès des salariés, je regarde aussi les RH, on a plein d'outils aussi pour parler de tout ça. Et puis pour les jeunes qui seraient dans la salle, on organise des comités et ça c'est ouvert tout au long de l'année. Faites passer le message à vos voisins. Si vous êtes parents aujourd'hui et que vous avez envie des enfants qui ont envie de se lancer, dites-leur le mot magique pépite. Merci beaucoup à vous deux et surtout merci à toi pour ce témoignage qui était fort intéressant. Même la petite histoire était vraiment... Et puis c'est bien d'avoir voulu te lancer et puis d'avoir pris l'initiative aussi d'aller parler de ton camarade pour... Mais est-ce que tu as fini quand même par lui réparer son téléphone? Parce qu'on n'a pas eu la fin de l'histoire. Oui. Bon, très bien. Est-ce que vous avez des questions dans la salle, surtout les jeunes? Vu que là, on a parlé de surtout CY Entreprendre, c'était plus tourné pour vous. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sandrine si vous souhaitez demain vous lancer? Ah, il y a un jeune là qui veut prendre la parole. David? Je suis un petit jeune de 51 ans. On est même génération, je pense. Statut étudiant, ça veut dire toujours scolarisé ou fin de scolarisation? Alors, autant de ministères, je vais fermer vos oreilles, quand ils ont brainstormé sur Pépite, ils ont été top, c'est pas grave, j'assume pleinement mes propos. Statut, c'est pas du tout un statut juridique.
D'accord ? On n'est pas sur l'auto-entrepreneur. C'est juste pendant que je fais mes études, j'ai le droit de bénéficier d'un programme qui est gratuit. Alors ça, c'est la première. Je suis un étudiant où j'ai un niveau bac. Voilà. Donc si je suis dans un établissement de l'enseignement supérieur, je peux bénéficier de ce dispositif. On est 8 en Île-de-France, et même quelqu'un qui fait ses études à La Réunion, en Guadeloupe, Tahiti maintenant, il peut aussi en bénéficier. Et après, par contre, j'ai terminé mes études. Et puis, en fait, souvent dans l'enseignement supérieur, alors ça ne concerne pas votre cible, mais il y a de plus en plus d'ateliers de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Il y a des modules d'entrepreneuriat, ce qui fait que à partir de projets fictifs, c'est comme ça qu'on a vu de très, très belles histoires qui aujourd'hui sont incubées dans des incubateurs locaux, je pourrais vous dire Nouvelle Classe, Papondu, Ménoré aussi, une jeune fille qui a fait aussi des 360, voilà. Et qui, du coup, a envie d'aller un petit peu creuser un peu plus tard. Et puis elle dit, ben, je ne suis plus étudiante. Donc c'est pour ça qu'est né le diplôme étudiant entrepreneur, qui est un DU, piloté par notre pépite, mais piloté par l'ensemble des pépites. Et dans ces cas-là, c'est ouvert à tous. Donc moi, aujourd'hui, on a aussi un partenariat avec le département du 95 et Initiative 95. Ils ont un dispositif pour accompagner des gens qui sont au RSA et qui considéraient l'entrepreneuriat comme un levier de créer son propre travail. Du coup, moi, j'ai des mécènes privés. On offre 2 bourses. On a payé le diplôme. Parce que si vous êtes boursier, le diplôme est gratuit. Autrement, ça coûte 500 €. Payé en 3 fois sans frais, c'est possible aussi. Et donc, du coup, j'ai un monsieur, il a 63 ans. Et donc, j'ai une petite promo de 14, plus jeune 22, 63. Donc, moi, j'ai fait une intégration, un onboarding, comme on dit souvent chez nous, où je les ai formés au codev et ils s'entraident énormément. Et la force de ce monsieur est extraordinaire pour cette jeunesse, mais la jeunesse le tire aussi vers le haut. C'est comme quand on est dans une entreprise, ce qui fait la force d'une entreprise, c'est la complémentarité des profils par rapport à un passé, mais également par rapport à une histoire. Donc en fait, c'est vraiment, le dispositif est vraiment ouvert à tous. Voilà. Ouais. Et donc c'est pas du tout un statut juridique. Oui. Ouais. La seule chose qu'on demande pour l'étudiant, c'est pour ça que le premier critère, c'est l'engagement et la motivation. D'accord. Et après, nous, dans le dispositif, quand on fait des hackathons, parce qu'on a un référentiel qui s'appelle Entrecomp, qui a réuni 160 compétences entrepreneuriales. Si je vous parle d'entrepreneur, vous allez me parler statut juridique et business plan. Mais en fait, le premier bloc, c'est la posture entrepreneuriale, les fameux soft skills, vous savez, voilà, et ça parle au RH. Et en fait, nous, on fait prendre conscience à vous, la jeunesse, là, qui est extraordinaire, qu'en fait, sommeille en vous des compétences entrepreneuriales, comme savoir travailler en équipe, savoir travailler en mode projet, avoir des appétences oratoires, savoir convaincre, être créatif et être curieux. Et ce n'est pas pour rien que le slogan de l'université de Cergy, c'est « Design your life », parce que construis en fait ton projet. Et qui mieux, c'est pour ça qu'on parle aussi souvent d'intrapreneuriat. Construisez votre projet, construisez votre vie. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, on a un petit film, comme on a des petits problème technique, on va quand même essayer de le passer pour finir ton intervention. Non, accès interdit. Bon. Pardon, rien entendu. Donc, le Créaton Impact, c'est un hackathon autour des ODD, les objectifs de développement. Alors, Sandrine, je t'invite à revenir ici quand même sur la croix. Parce que en fait, avec Sandrine, ça ne se termine jamais. Non, mais après, on peut networker et parler autour d'un cocktail parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Donc, le Créaton Impact, le format qu'on a donné cette année, c'est de faire sortir en vous toutes les compétences entrepreneuriales. Donc, c'est un format de 9h à 18h. La première partie, c'est une présentation des ODD, un témoignage de chef d'entreprise qui a un projet impactant, qui s'engage.
RSE, sociétale ou environnementale. On fait de l'idéation, donc à partir des 17 ODD, quels sont ceux qui te font vibrer à titre individuel pour trouver les valeurs collectives d'un groupe. Les jeunes ne se connaissent pas, hein, et les compétences qu'on a voulu mettre en avant sur cette journée, c'est travailler en équipe, travailler en mode projet, la créativité, être curieux. Et en fait, en 4 heures, ils partent d'une feuille blanche ils font l'idéation, le prototypage, j'ai que des mots en anglais, c'est horrible, la marque. Et dans notre jargon, on a le Lean Canva. En gros, c'est la roadmap, la feuille de route. La feuille de route, les étapes qu'un entrepreneur lambda, on va l'accompagner à travers ça. Et à la fin de la journée, on fait prendre la parole à ces étudiants face à un jury. Et donc, l'idée aussi, c'était de tourner. Donc, on aura fait 7 hackathons dans le mois. On leur a fait découvrir des incubateurs également sur le territoire du Val d'Oise. À chaque journée, il y a des projets qui sont lauréats. Et donc, il y aura la battle le 4 décembre, ouvert à tous, à l'ESSEC. Si vous voulez les encourager et découvrir ce que cette jeunesse est capable de faire, vous êtes les bienvenus. Merci Sandrine, merci beaucoup. Je vais rappeler à mes côtés Hervé et Céline. Donc, merci à tous nos intervenants, merci à la salle de votre présence. Donc, avant d'ouvrir le cocktail, quelques petits messages juste pour pouvoir nous suivre. Donc, je te laisse la parole, Céline. On l'a dit au début, mais donc, la vidéo de l'événement sera disponible sur la chaîne YouTube des Tech Days dans les prochains jours. Vous allez recevoir, quand on aura reçu l'accord de l'ensemble des intervenants, les présentations qui ont été diffusées ce soir. Et si vous êtes inscrit et que vous avez... Normalement, il devait y avoir une petite question, je ne sais plus trop. Mais si jamais vous avez donné votre accord, en fait, on va aussi transmettre vos coordonnées aux intervenants pour que vous puissiez continuer à échanger. Et sinon, n'hésitez pas ce soir. Hein, le cocktail, c'est aussi fait pour ça. Pour échanger, oui. Voilà, échanger vos adresses et vos numéros de téléphone. Et un grand merci à Madame Sophie pour l'accueil. Merci à vos jeunes également. Merci aux élèves du lycée. Merci à vous. Et je voulais remercier également l'agglomération de Valparisis, représentée par Hervé, Stéphanie, et il y a une autre collègue, je suis désolée, je ne connais pas Véronique, de nous avoir accompagnés sur ce premier Tech Days qui se tient sur Valparisis, et surtout pour nous offrir le cocktail qui va nous permettre de continuer les échanges. Et je vais quand même laisser le mot de la fin à Hervé. Oui, un très grand merci aux intervenants pour la qualité et la diversité de leurs témoignages. Et pour finir, alors parce que sans lui, alors vous le voyez pas, si vous le voyez, c'est un peu de l'ombre, il est derrière la caméra. Un grand merci à Sylvain Le Chaton qui depuis de nombreuses, très très nombreuses années nous accompagne sur l'ensemble des événements et il fait ça bénévolement. Je tiens à dire que c'est l'ancien président du CZ 95 aussi. Mais bon voilà, il est quand même toujours attaché à tous ces Tech Days et puis toujours en train de nous préparer les vidéos. Donc là, il va travailler un peu cette vidéo et puis nous la remettre sur YouTube. Donc vous allez pouvoir la retrouver sur les prochains jours. Voilà. Merci à tous, belle fin de soirée. Merci Madame Sophie. Et le cocktail est ouvert.